Alors, en t'écoutant lors d'une formation à la médiation, parler de ce qu'il était important de retenir sur la posture, les techniques et sur la manière d'intervenir lorsque l'on est médiateur, je me suis dit que ça serait vraiment amusant de proposer des conseils pour ne pas réussir un accompagnement en médiation. Ça permettrait de garder une certaine légèreté pour aborder un sujet qui est plutôt technique en plus. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Oui, c'est vrai que lorsque tu m'as proposé ce sujet, je me suis dit qu'il fallait que je bosse quand même, parce que moi, j'ai pas l'habitude de regarder l'enseignement de ce point de vue, mais allez, pourquoi pas. Donc, ton sujet, c'est d'aller explorer les erreurs les plus courantes en médiation, en donnant des conseils qui permettent vraiment d'aboutir à un échec. Absolument. Donc, tu vois, le premier, ce serait d'abord dans l'accueil de la personne qui me contacte. Tu sais qu'elle me contacte pour savoir comment se passe une médiation et puis comment elle peut en bénéficier. Je dirais que le maître mot, ce serait de rester flou. Ouais. Rester flou sur le cadre de la médiation. Ne pas indiquer les étapes, ne pas indiquer les entretiens, ni les processus. Ne pas dire, par exemple, qu'il y a un premier entretien qui est préparatoire à la réunion de médiation. Et donc, dire que, d'une manière générale, ça se passe plutôt bien, une médiation, et que tout dépend de l'implication de chacun. Tu vois, dire que parfois, une partie peut faire échouer la médiation par son manque de motivation. Et ça, le médiateur, il y peut rien, quoi. Lui, il fait ce qu'il peut. Il tente tout pour faire aboutir la médiation. Et d'ailleurs, parfois, il y a au bout le miracle de la médiation. Mais parfois, quand la personne fait tout pour faire échouer, lui, le médiateur, il subit en fait cet échec. C'est évidemment pas de sa faute. Oui, et il peut, de la même façon, manquer de transparence sur les tarifs, par exemple. Ah, ça, c'est très important. Ne pas donner d'éléments tarifaires précis. Dire des choses comme les tarifs varient, ça dépend de la situation, on verra, ça va se définir plus tard. Tu vois, ne jamais donner en fait d'informations concrètes. Et puis, il est important également de ne pas demander de précision sur l'objet de l'appel ou sur l'objet du différend. Ne pas tenter d'impliquer la personne dans cet entretien et éviter de poser des questions ou de montrer un intérêt pour la situation de la personne. C'est-à-dire que en fait, la confiance va se créer en disant « vous verrez, ça va bien se passer ». Tu vois ? Oui. Ça, c'est un premier conseil. Un deuxième consisterait à ne pas définir clairement la posture du médiateur. Par exemple, en utilisant des termes vagues ou des termes génériques. Voilà. Par exemple, on pourra dire que le médiateur est neutre, mais sans définir la neutralité. On pourra parler d'indépendance et d'impartialité, mais sans définir ce que ça implique dans l'intervention du médiateur. Et puis, bien sûr, on pourra mélanger la confidentialité à des éléments de posture, parler d'égalité, d'équité, parler d'empathie et parler de bienveillance. Ah oui, c'est très important, la bienveillance, pour bien faire échouer une médiation. Tu vois ? Bon, alors, si la personne a réussi à dépasser ces deux obstacles, le médiateur, il va le recevoir lors d'un premier entretien, alors. Il n'y a pas de préparation mentale à cet entretien. C'est-à-dire que le médiateur, il y va comme il est. S'il est de bonne humeur, tant mieux. Et si c'est pas le cas, je te dirais, tant pis pour la personne. Il fallait appeler à un autre moment. Exactement. Et puis, tu vois, le médiateur, il ne coupe pas son téléphone. Parce que on ne sait jamais. Quelqu'un pourrait l'appeler et il faudrait pas qu'il rate une opportunité de médiation. Et puis, c'est un appel qui pourrait être important pour lui. Donc, en fait, c'est lui qui va juger s'il interrompt la séance ou pas. Okay. De la même manière, il n'a pas besoin de faire définir des principes de qualité relationnelle, ni même d'amener la personne à s'engager à respecter des règles de communication, puisque, de toute façon, dès lors qu'il a dit qu'il est important de se respecter, en fait, il a tout dit sur la manière dont les personnes doivent interagir. Sur le processus, je dirais qu'il en a un plus ou moins structuré en tête, mais c'est pas indispensable parce que il va dire que ça dépend du conflit. Pour certains conflits, le droit va avoir une place prépondérante. Pour d'autres, il faudra plutôt faire appel à des connaissances en psychologie. Et je dirais que d'une manière générale, avec du bon sens, c'est pas très compliqué d'intervenir
pour rappeler à la personne qu'elle ne fait pas d'effort, par exemple, pour s'impliquer, que ce qu'elle est en train de dire, c'est pas bien ou c'est pas moral, ou que ce qu'elle imagine comme solution, c'est pas légal, ça se fait pas. Ok. Donc en fait, le médiateur, il n'a pas besoin de posture de distanciation ou même de référentiel en lien avec la qualité des relations. Non. On peut même dire qu'il impose sa manière de faire et en le faisant, il ignore les dynamiques relationnelles et les besoins des parties. Et ce qui va même peut-être garantir que les parties ne se sentiront pas écoutées et même pas respectées. Donc, bon. Mais c'était bien le challenge. Ouais. Okay. Imaginons que la personne a survécu jusqu'ici. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, il peut y avoir un 4e conseil, tu vois, c'est lors de la réunion des parties, c'est d'abord de bien marteler que le respect est essentiel lors de cette réunion, mais sans définir ce que c'est que le respect. Et après, il suffit de laisser les discussions se faire et éventuellement dériver, et puis de temps en temps d'intervenir pour dire mais ça, monsieur, vous ne pouvez pas le dire, ou madame, ce que vous dites, c'est pas respectueux, ou peut-être même se montrer empathique avec une des parties. Oui, je vous comprends, oui, c'est vraiment difficile ce que vous êtes en train de vivre. Et tu vois, ça peut même aller jusqu'à la partialité affichée, en interrompant souvent une partie et laisser l'autre parler librement, tout simplement parce que, selon ce médiateur, en fait, dans son fort intérieur, il pense que l'un a tort tandis que l'autre a raison. Donc ça, je dirais que c'est parfait pour instaurer une ambiance de méfiance et de frustration. Ok. Tu vois ? Ouais. Et puis, même après, ça peut aller jusqu'à la solution, c'est-à-dire que le médiateur va pousser une solution qui correspond, par exemple, à ce que souhaite la direction de l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui paye, ou une solution qui arrange les intérêts du médiateur. Tu vois ? C'est-à-dire que il va falloir en fait ignorer les besoins et les attentes des parties, parce que ça va vraiment garantir que ces parties, elles vont se sentir manipulées et insatisfaites du processus. Écoute, nous voilà bien outillés et je pense qu'en suivant ces conseils, on est assuré de garantir un échec à la médiation. Retentissant même. Ouais. Alors, bien sûr, c'est une approche humoristique que tu m'as proposée, qui est d'ailleurs pour moi un exercice pas facile, mais ça a pour but de souligner les pièges à éviter pour mener une médiation réussie. Et si nos auditeurs ont des suggestions supplémentaires, écoute, je pense que nous serons ravis de les lire. Je pense que ça peut vraiment être très drôle en plus. Oui, en effet, ça peut être très drôle et puis on échangera sur ce sujet avec plaisir.